Bienvenue ou bon retour au festival Building Beyond, cette deuxième journée consacrée à la gestion durable des ressources. Aujourd'hui, on s'intéresse au verbe remplacer. Qu'est-ce qu'on peut remplacer? Comment y parvenir? Comment passer à l'échelle? Ça a été une des grandes questions ce matin. Et cet après-midi, on s'intéresse plus spécifiquement à la question des énergies, donc à cette question de la transition énergétique qui est l'un des gros morceaux quand on s'intéresse à la question des ressources. On a commencé avec un panorama assez général des marchés des ressources pour la transition énergétique. On vient de parler de mobilité. Et maintenant, on va parler de réseau de chaleur en ville avec la Fabrique de la Cité qui anime cette session. Et je vais passer tout de suite la parole à Marie Desgremont, directrice des études de la Fabrique. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup Lucas. Enchantée de vous voir ici et merci à vous d'être venus pour participer à cette table ronde qui portera donc sur les réseaux de chaleur urbaine. Voilà, elle s'affiche ici. Donc merci à Nassim Amimar, adjoint au maire de Pantin, en charge des bâtiments, des équipements municipaux et de la transition énergétique. Et merci à Alexis Goldberg, de directeur commercial France d'Engie Solutions, pour aborder les différents enjeux autour de la chaleur urbaine. Alors, je vais prendre quelques minutes pour donner un peu le contexte dans lequel on se trouve. Le résidentiel tertiaire, c'est 16% des émissions de gaz à effet de serre de la France. L'énergie, c'est une grosse part du déficit commercial français. Le déficit énergétique était de 103 milliards d'euros en 2022, année de la crise énergétique, de 68 milliards en 2023. Il est toujours substantiel et c'est de l'argent qui n'est pas dépensé en France. C'est un facteur d'instabilité. Cette volatilité des prix, elle affecte beaucoup les entreprises. On l'a vu avec des fermetures d'industries. On le voit aussi avec le fait que le secteur tertiaire ait réduit d'une dizaine de pourcents sa consommation d'énergie depuis 2019. C'était sur une grande période, mais on voit surtout la réduction depuis la crise énergétique. Et on voit aussi qu'il y a des obligations qui deviennent de plus en plus nombreuses avec la nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre, des obligations qui sont réglementaires avec le décret tertiaire. D'ici à 2030, les grands bâtiments vont devoir réduire de 10% leur consommation d'énergie. Des objectifs plus larges dans le bâtiment en lien avec la planification écologique, donc des choses qui sont liées à l'adoption probable future de la SNBC 3, par exemple une baisse de 45% des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments entre 2022 et 2030, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc pas mal d'objectifs, pas mal de défis, et on sait qu'il y a des leviers qui sont assez forts. Et par exemple, dans le domaine du résidentiel, le post-chauffage, c'est 2/3 de la consommation d'énergie. Et actuellement, c'est à peu près 40% qui est fourni par les énergies renouvelables et 33% par du gaz. Et c'est ce gaz qui va devoir sortir. On doit sortir du fossile sur cette proportion et passer à des énergies renouvelables ou de récupération. Et à ce titre, les réseaux de chaleur sont particulièrement intéressants, notamment quand on s'intéresse aux zones urbaines. Et c'est principalement aussi ce qu'on fait à la Fabrique de la Cité. Donc c'est une des raisons de ce cadrage de table ronde, parce que c'est des zones qui sont denses, donc il y a beaucoup de consommateurs, que la ressource, elle est présente en ville, donc elle n'est pas très loin des consommateurs. Du point de vue de l'infrastructure, c'est intéressant, mais ça pose aussi des problématiques qu'on abordera tout à l'heure. Et donc, il faut bien dimensionner les réseaux, il faut essayer de faire en sorte qu'ils s'insèrent bien dans le tissu urbain. Ça peut être coûteux donc en infrastructure, ça peut être coûteux politiquement, peut-être qu'on y reviendra. Mais c'est intéressant, c'est un fort potentiel puisque ça permettrait de donner de la visibilité sur les prix des énergies. Si c'est des énergies locales liées à la géothermie, c'est plus facile de prévoir le prix à horizon 2, 3, 4, 5 ans que si c'est du gaz importé. En termes d'ordre de grandeur, en 2023, il y avait 1000 réseaux de chaleur en France qui, pour une puissance thermique de 24 gigawatts, dont 10 gigawatts en Île-de-France. Donc c'est des réseaux de zones denses. Il y a un enjeu aussi historique et politique sur lequel je vous inviterai à revenir, c'est que il y a des histoires politiques dans certaines collectivités qui font que la géothermie, les réseaux de chaleur sont déjà assez développés. Donc comment on fait pour construire à partir de cette histoire politique? Et puis donc sur leur bouquet énergétique, quand on regarde les énergies renouvelables et de récupération, il est aux 2/3 composé de celles-ci. On sait que la part des énergies renouvelables, elle a doublé depuis 2010, mais qu'il va falloir aller plus loin. Notamment pour fixer des perspectives, la planification écologique, dont le statut reste flou,
Aujourd'hui, ça serait de doubler le volume de chaleur livré par les réseaux entre 2021 et 2030. Même plus que doubler, parce qu'en regardant les graphiques, c'est autour de 30 TWh aujourd'hui pour atteindre 70 TWh d'ici 5 ans à peu près. Ça fait l'équivalent de 300 000 à 360 000 logements qu'on raccorderait chaque année jusqu'à 2030, contre aujourd'hui 160 000. Donc c'est un sacré effort. Avec 32 milliards d'euros d'investissement à planifier d'ici 2030, moi aussi j'abats les milliards. Donc c'est un enjeu qui est assez fort. C'est un sujet qui est très territorialisé et c'est pour ça que c'est très intéressant de vous avoir à nos côtés aujourd'hui et donc de comprendre les opportunités que ça offre, comment on monte des projets et quelles difficultés on rencontre aussi. Donc je vais peut-être commencer par Nassim Amimar. Donc vous pouvez nous parler du projet Unigeo à Pantin et sur d'autres collectivités. Donc voilà, c'est un projet qui va bientôt être mis en service, mais qui est discuté depuis un long moment. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? Alors, bonjour à tous, mesdames, messieurs, bonjour. Je vais me présenter peut-être dans un premier temps. Je m'appelle Nassim Amimar, donc je suis adjoint au maire aux bâtiments, aux équipements municipaux et à la sobriété énergétique. Alors, déjà pour commencer, le projet, on va dire, vient de loin, c'est-à-dire qu'il n'est même pas de je parle vraiment en tant que maire adjoint de ce mandat-là, mais du mandat précédent, même un peu avant. Il est parti à la base d'une idée par rapport à l'écoquartier. Je pense qu'on le sait tous à peu près, l'écoquartier, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est un quartier qui va répondre à certaines mesures des normes ou d'une sobriété avec des fabrications et l'utilisation des matériaux qui va respecter l'environnement et qui va faire justement un pas vers le climat et l'énergie. Le problème, c'est que ce projet voulait rentrer pour juste l'écoquartier et qui financièrement en fait, n'était pas intéressant en vue de son taux d'investissement pour un simple quartier, parce qu'il y a quand même du forage, il y a quand même une centrale, il y a un réseau. Donc le projet, entre guillemets, n'a pas été abandonné, mais n'a pas abouti, qui a été ensuite relancé une seconde fois après avec l'établissement public territorial, le PT. Malheureusement, qui n'a toujours pas abouti, parce qu'on a essayé de faire porter justement en partenariat avec Est Ensemble. Et si on compare aujourd'hui et il y a 20 ans, je pense qu'on n'avait pas la même réflexion et les mêmes enjeux au niveau de l'énergie. Je pense qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas dit aujourd'hui qu'il y a un réel problème par rapport au prix du gaz et ce qui s'est passé au niveau des crises géopolitiques et de l'augmentation du tarif. Et je pense que ça a éveillé les esprits. Ça a fait ouvrir les yeux aussi, que ce soit au pouvoir public, aux professionnels et même à nous en tant que consommateurs et personnes. Et il y a eu un intéressement, donc il y a eu ce déblocage d'esprit. Et là, le projet a pu porter ses fruits parce qu'il y a eu une autre réflexion. Il fallait pas non plus forcément, je dirais peut-être politique, de porter un tel projet juste pour un quartier parce qu'on l'appelle écoquartier, mais ça doit servir à tous. Et ça va permettre aussi de faire profiter à tout le monde, que ce soit des personnes physiques ou morales, de cette énergie. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le gaz, je pense qu'on sait tous comment elle vient, comment elle est produite. Si on regarde bien aujourd'hui, on a une chaleur, comme disait mon collègue, en dessous de nos pieds, qui est là et qui est présente, qui n'est pas utilisée. Et en fait, avec cette réflexion, avec des personnes, lorsqu'on met autour de la table, vraiment, on pose les choses. Voilà, les 3 villes, Pantin, Les Lilas et Pré-Saint-Gervais, ont décidé de porter un vrai projet qui va économiquement apporter un plus sur le territoire, même aussi au niveau des consommateurs, et montrer en même temps une initiative et une volonté politique de changer, d'aller justement dans la sobriété énergétique, de montrer aussi l'exemple que on veut être responsable et on veut maîtriser aussi les coûts et la consommation. Ça, c'est ce qui a vraiment le truc le plus important. Et là, on va dire qu'on arrive en fin de projet, on est quasiment à l'ouverture, entre guillemets, des vannes. D'ici l'été, c'est vraiment la fin des travaux. C'est quand même un projet qui a été long. Je pense qu'en Île-de-France, c'est un vrai bassin au niveau géothermie. Il doit y avoir plein
de réseaux de géothermie en fonction des villes. Il y a des villes qui ont porté à eux seuls leur régie, la création de ce réseau de géothermie, et d'autres qui ont passé par des concessions ou des sociétés publiques locales. En tout cas, ça a été le choix à l'heure d'aujourd'hui pour la ville de Pantin, après Sajaré-Lila, sachant que ça a tellement suscité d'intéressement que des villes sont venues même en cours de route, je parle de Romainville, qui est venu dire, voilà, je souhaite aussi profiter et participer à ce projet. C'est ce qui est très intéressant et qui en même temps rassure et conforte le modèle économique qu'il y a pour ce projet. Sachant qu'en plus, là, si on regarde bien, on a environ 30 km de réseau, ce qui est pas mal, avec une puissance de 200 gigawattheures par an pour un taux d'énergie renouvelable jusqu'à plus de 60%. On va arriver à 25 000 équivalents logements desservis, dont 13 000 à Pantin, parce que Pantin, c'est une grosse ville par rapport aux deux autres, au niveau de la superficie. Et on a 40% des équipements publics pantinois qui vont être raccordés, comme les écoles, les crèches, les équipements de sport et autres. On va vraiment pouvoir aussi montrer de manière concrète notre baisse au niveau de production de CO2. On est quasiment à environ 80 grammes par kilowattheure contre plus de 200 pour une chauffage à gaz, ce qui est quand même énorme. Si même aujourd'hui, peut-être que pour produire ce projet-là, donc il y a forcément des travaux, il y a forcément des achats et autres, ça va produire au début du CO2, mais quand on va regarder sur le très long terme, parce que c'est un projet quand même qui n'est pas pour 5 ans, mais pour plus de 20 ans, voire très longtemps, on va quand même vraiment arriver après un point d'équilibre et avoir un résultat très intéressant au niveau de la production de CO2. Et l'investissement, évidemment, je pense qu'on est arrivé à 123 millions d'investissements qui est financé par le concession, avec un bon taux d'adhésion à 71% des objectifs de commercialisation, sachant que malgré tout, on a quand même été obligé de réemprunter. Parce que voilà, un projet, forcément, il part avec une base, et en cours de route, il y a forcément des aléas, il peut y avoir des surprises. On est plusieurs villes, donc il peut y avoir des différences. On va prendre un petit exemple très simple. Une société qui a été choisie pendant un marché, voilà, elle est défaillante. Forcément, il va y avoir un impact. Justement, en fait, comme c'est un projet qui est au long cours, oui, il a dû se passer plein de choses depuis le début. Tout à fait. Et par exemple, sur le coût des matériaux ou sur les prix des énergies, puisque là, par exemple, le prix du gaz baisse. Oui. Est-ce que ces aléas-là, comment vous les avez ressentis ? Et aussi sur la présence des entreprises, il faut des gens pour forer, il faut qu'elles trouvent des personnels. Sur le long terme, comment ça se gère tout ça ? Alors c'est vrai que à travers les réunions qu'on va réaliser, on va à chaque fois voir par rapport au prix du gaz si on est toujours bon ou pas par rapport à nous, le prix final pour l'utilisateur. Donc pour l'instant, on est toujours en dessous. Donc économiquement, pour le consommateur, c'est toujours bénéfique, enfin, c'est bénéfique pour lui. Mais à chaque fois, on vérifie et justement, on essaie d'éviter le maximum de coûts supplémentaires parce que forcément, il va y avoir un impact sur le prix final. Donc, tant qu'on va dire on est en dessous et en fonction des calculs, on peut se permettre, par exemple, certains projets ou des raccordements d'énergie ou autres, mais on aura forcément une limite. Après, on ne pourra plus aller plus loin parce que ça ne sera pas intéressant. On pourra toujours dire que voilà, vous allez consommer de manière responsable parce que ce sera une énergie verte et renouvelable, mais au final, le prix joue énormément. Après, les sociétés, oui, on passe par des appels d'offres, on est lié à des lois au niveau du marché. On n'est pas à l'abri qu'une entreprise soit défaillante et là, il va forcément prendre une décision. Donc, il va peut-être refaire un appel d'offres ou autre. Là, je vais prendre un exemple concret. C'était pour les travaux au niveau du linéaire. On avait remarqué que le prix pendant l'appel d'offres était au-dessus de la moyenne. On ne comprenait pas pourquoi les entreprises avaient fait des propositions plus chères. Et ça a été problématique parce que ça a même remis en cause notre modèle économique sur le prix. On s'est posé la question pourquoi. Et on a été obligé d'avoir des décisions un peu stratégiques sur comment faire. On a décidé, au lieu de faire peut-être un gros lot, mais peut-être des petits lots pour mettre plus de concurrence et à faire baisser le prix pour avoir, une compétition et avoir quelque chose d'intéressant. C'est des choses comme ça qui peuvent arriver et en même temps déstabiliser ou fragiliser le projet. Et ça, forcément, on ne peut pas le prédire, on ne peut pas le savoir à l'avance, mais on peut que voir au fil du temps et avoir des décisions à prendre parfois rapidement. Ou comme là, après ce qui s'est passé, en fait, on a pu gagner sur le kilométrage linéaire. En fait, c'est redevenu même beaucoup moins cher
après un deuxième appel d'offres. Ça a été plus intéressant en fait, et on avait plus d'entreprises, et on gagnait même en temps. C'est-à-dire qu'on sur les délais, on a réussi à les raccourcir. C'est-à-dire, entre guillemets, d'un mal, on arrivait à un bien. C'est intéressant. Et après, voilà, là aujourd'hui, on a quand même encore des derniers points à voir. Par exemple, sur les travaux, parfois, il peut y avoir que les routes ou au niveau des sols, ça ne se passe pas comme prévu. Et là, il faut encore appel à des entreprises externes parce que voilà, le sol peut être pollué ou au niveau du passage, ce n'est pas possible, tout simplement. À Pantin, on a eu le cas où on devait passer on va dire sur une ruelle, et en fait, à cause du sol, en fait, il y avait déjà tellement de réseaux que ce n'était pas possible. Et donc, il fallait refaire une étude, revoir par où on devait passer, donc peut-être plus de kilomètres linéaires, et donc redemander à l'entreprise de refaire un autre circuit, et là, forcément, il y a un surcoût. Voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver sur l'aventure. Après, sinon, voilà, je pense qu'au niveau 2025, pour l'instant, on a encore gardé notre cap donc pour la livraison, ce qui est déjà bien pour un tel projet. Et nous, en plus, on a eu la particularité à Pantin, c'est que la ville est divisée en deux à cause du canal de l'Ourcq. Il fallait aussi réfléchir à comment intégrer l'autre partie de la ville avec le réseau de géothermie. Parce que techniquement, ce n'était pas intéressant de passer par le pont. Les tuyaux et le pont, on va dire, il y avait un problème parce que le pont déjà était vétuste. Et en plus, ce n'était pas le nôtre, donc on ne pouvait même pas avoir d'action dessus. Et donc voilà, comment fallait faire? Bon, on va dire peut-être que les choses se sont bien faites, mais Drancy, Bobigny, peut-être, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont aussi un réseau de géothermie là-bas. Et ils avaient aussi un même problème où une partie de la ville n'était pas raccordée au réseau parce que la capacité économiquement n'était pas intéressant pour créer en fait une autre centrale géothermique. Et c'est là que comme il manquait ce petit bout de Pantin, donc entre deux petits bouts, on a fait un gros bout. Et on a pu créer en fait une centrale géothermique qui, pour Pantin, sera administrativement sous la SPL de Nigéo, mais qui sera physiquement raccordée au réseau de, je crois que c'est Ginéo, qui est de Drancy-Bobigny. Voilà, il y a plein d'aventures, des complexités sur ces trucs en niveau géothermique. C'est très intéressant de voir comment un tel projet peut être abouti. Et au-delà vraiment on va dire de l'énergie verte qu'on va proposer et de son plus, il faut savoir que les travaux plus au quotidien, c'est-à-dire gérer la population, de pouvoir justement faire ces travaux en bonne et due forme, c'est très, très, très compliqué. Le public, parfois, ne comprend pas, ne sait pas. Ça peut perturber le quotidien. C'est énorme, en fait, au niveau de gestion, que ce soit politique et aussi pour les habitants, c'est énorme. On va prendre peut-être un autre cas très simple. Les personnes qui sont en situation de handicap, ça a été très difficile pour eux. Parce qu'on est obligé de fermer la rue, on met des barrières. La personne qui avait l'habitude, avec non-voyante, qui avait l'habitude d'avoir un point de rencontre avec son chauffeur pour ses déplacements, par exemple, le GPS, lui, il ne savait pas qu'il y avait des travaux. Donc, ils avaient du mal à s'en connaître. Ça a été vraiment très difficile à gérer, ou même au niveau de la communication, au niveau de la circulation. Les gens, le matin, bien sûr, ils vont au travail, il y en a qui déposent les enfants, et il y a aussi les ambulances. Enfin, il y a plein de trucs. C'est vraiment quelque chose peut-être qu'on ne peut pas le voir tout de suite, mais il faut le vivre pour le comprendre et voir qu'au-delà du projet, il y a énormément de difficultés à surmonter qui peuvent être surmontées. C'est pas le souci. Mais voilà, c'est des choses à avoir sur la réalisation d'un tel projet. Et justement, est-ce que sur ça, il peut y avoir du retour d'expérience? Enfin là, c'est encore très récent pour vous, oui. Mais de voir toutes ces choses-là qu'on ne voit pas forcément, on pense tout de suite décarbonation, mais en fait, les moyens concrets, là, la route est condamnée, comment on fait? Ça fait partie de l'acceptation et de l'adhésion des gens à ce genre de solution? Les habitants acceptent plus ou moins. On va dire, il y en a qui vont avoir un peu l'esprit ouvert et ils vont comprendre que voilà, on est dans une philosophie où on va mettre un réseau géothermique pour justement toutes les valeurs qu'on va citer, et d'autres qui vont avoir l'esprit un peu fermé étroit. Non, moi vous me dérangez et moi je peux plus sortir mon véhicule du parking parce que voilà, il y a la barrière, c'est devenu un sens unique alors que c'est un double sens, je suis obligé de faire tout le tour.
et bien sûr, il y a des bonjours, monsieur le maire, qu'on faisait dans la ville. Et là, on va dire que les questions fusent et aussi les remarques sur le sujet. Après, moi, je sais que de mon côté, je communiquais beaucoup pour dire, voilà, les futurs travaux, les chemins ou les blocages qu'ils pouvaient avoir. J'ai insisté beaucoup avec l'ASPL pour leur dire voilà, de communiquer, de mettre des panneaux, de mettre du personnel pour pouvoir gérer aussi le trafic. Parce que quand il y a des bus qui passent, qui se croisent et qu'il n'y a qu'une seule voie sur un simple double voie et que ça crée un bouchon énorme, je pense que les klaxons, on peut les entendre de loin et après, ça monte très vite au cabinet du maire. Mais en tout cas, de mon côté, moi, en tout cas, j'ai vraiment travaillé beaucoup sur la communication. Et malgré que j'ai eu voilà, des gens qui me faisaient parfois des remarques en disant ouais, ci ou ça, mais à la fin, ils disaient quand même bon, merci quand même pour le retour d'information. Donc il y avait quand même une forme de gratitude malgré tout, et je pense que c'est important de communiquer en tout cas sur les travaux. Parfois, ça peut être difficile au quotidien, et je pense que l'ASPL a vraiment bien joué son jeu parce qu'elle a essayé de faire. Voilà, ils savaient que les enjeux étaient importants, le temps aussi. Alors ils faisaient des travaux courts, vraiment très courts, mais intenses, pour justement dégrader moins les voies et aussi le quotidien des usagers. Et en termes de qualité de service, du point de vue des consommateurs, est-ce qu'ils se sont posés des questions? Est-ce qu'on va être chauffé à la même température? Est-ce qu'on va rénover différemment? Est-ce que ça va changer les heures auxquelles on se chauffe? Enfin, est-ce que ça a été accompagné de questionnements autour de la consommation? Alors justement, après, bon, je pense que le public a bien vu le prix du gaz augmenter. Enfin, je pense que tout le monde l'a vu sur sa facture, je pense. Et moi, je participais et je mettais en place ce qu'on appelait les coachs copro. On aidait les copropriétaires et les syndicats qui étaient intéressés pour pouvoir savoir comment monter un dossier, gérer sa rénovation et connaître les aides sur justement pour pouvoir améliorer son logement. Et c'est là que les gens en fait étaient venus, qu'on avait mis dans la fiche la géothermie. La plupart des syndicats ou des copropriétaires attendaient la fin juste pour s'intéresser à savoir comment on pouvait se raccorder à la géothermie. Et là, par contre, ça y allait au niveau des questions. Donc, à la fin, ça venait pour s'inscrire, parce que j'avais demandé justement aux membres de l'ASPL de venir et de présenter le projet. Et il y a eu un très grand intéressement sur savoir, moi, ma copropriété, comment je peux raccorder au réseau de géothermie. Et c'est là où, techniquement, il y avait beaucoup de choses à savoir. On prend l'exemple d'un petit logement, on va dire de moins de 40 logements. Techniquement, même économiquement, c'est peut-être pas intéressant parce qu'il y a un investissement sur une chaufferie. Pour rappel, la géothermie, je ne sais pas si c'est assez clair pour tout le monde, on va chercher justement une eau entre guillemets chaude de manière profonde, on va la tirer et remonter dans une centrale, mais on ne va pas l'envoyer directement dans les bâtiments. C'est un liquide qui est assez corrosif, donc il va y juste avoir un échange calorifique. Et donc, c'est un autre liquide qui va prendre cette chaleur pour le diffuser en fait dans le réseau et dans les bâtiments. L'eau chaude qui est remontée, après, va redescendre froide pour être réchauffée. Et ça, forcément, peut-être que les vieux bâtiments ou certains bâtiments ne sont pas équipés au niveau peut-être de la chaufferie ou de la tuyauterie. Et donc là, c'est un peu du cas par cas et c'est du technique. Et ces réunions-là, justement, qui étaient une fois par an, où je me rappelle, avec mon prédécesseur, la première réunion, je crois, il n'y avait même pas une dizaine de personnes. Et après ça, les gens, il y avait plus d'une trentaine. Ils venaient, ils étaient tous intéressés et ils voulaient tous justement savoir comment on pouvait se raccorder et qu'il était possible de faire. Là, aujourd'hui, le projet était pour les équipements et les bâtiments municipaux. On avait décidé quand même d'ouvrir pour certaines copropriétés. Là, ça y est, les gens demandent. On a déjà des polices qui ont été signées. Il y a déjà des futurs raccordements qui vont être faits. Donc, on y va. D'autres bâtiments privés seront concernés par le raccordement. Et d'ailleurs, ça continue, même si certains refusent. On peut dire concrètement, certains refusent, même des logements sociaux, parce qu'à cause de leur livraison récente, ils ont forcément déjà investi dans une chaufferie. Et donc, ils ne vont pas réinvestir tout de suite pour une nouvelle chaufferie pour le raccordement. C'est économiquement très difficile à porter pour eux. Donc, parfois, il peut y avoir des logements sociaux qui ne vont pas être raccordés à cause d'un problème tout simplement d'investissement économique.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça fait partie effectivement de ce bouquet de solutions énergétiques qu'on peut avoir en ville, parce que vous parlez d'une source de chaleur qui a été investie un peu plus tard et donc on n'a pas envie d'en changer. Et ça invite à réfléchir multi-énergie sur la ville, ce qui me permet de passer la parole à Alexis Goldberg. Justement, pour décarboner la chaleur en ville, il y a pas mal de solutions qui se voient en complémentarité. Je crois que vous aviez des choses à nous dire là-dessus. Alors déjà, je suis ravi d'être parmi vous pour parler d'un sujet dont on parle trop peu, et notamment les réseaux de chaleur et de froid également. Merci Nassim pour avoir, exposé à la fois les bénéfices et pendant un moment des fois les affres des travaux, mais c'est que momentané. Juste revenir sur les quelques chiffres dont vous avez parlé, Marie, pour montrer l'effervescence qu'il y a en ce moment dans le développement de cette solution d'infrastructure urbaine. Donc, très clairement, vous parliez de 1000 réseaux à fin 2023, 1000 réseaux de chaleur. Il y a un peu plus de 10 ans, c'était uniquement 400 réseaux qui se trouvaient en France. Avec un mix énergétique qui était de l'ordre de 30%, aujourd'hui, on est à plus de 66,8% de mix ENR et de récupération, ce qui est relativement important. Dans le même temps, on a abaissé le poids carbone de cette solution en le faisant passer de plus de 220 grammes de CO2 par kilowattheure à aujourd'hui à peu près 112 grammes en moyenne de CO2 par kilowattheure. Donc ça, c'est énorme parce que quand on regarde l'importance de l'énergie en France, ce qu'on consomme en énergie totale, c'est un peu plus de 1600 TWh. Sur ces 1600 TWh, vous avez à peu près 600 TWh uniquement pour la chaleur en France, avec 23% d'énergie renouvelable dans ces 600 TWh. Et les réseaux de chaleur, c'est à peu près 30 TWh chaque année qui sont délivrés, pour un mix énergétique, lui, qui est de plus de 66%. Donc c'est véritablement une solution faite pour les territoires, par les territoires, et qui appuie une politique de souveraineté énergétique. Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, Nassim, vous avez parlé de ces crises, en fait, et de ces réactions à des crises économiques ou énergétiques. On l'a vu post-Covid et post-crise ukrainienne, il y a eu une prise de conscience sur finalement la fragilité de l'énergie, sur les sujets de dépendance, et donc comment les territoires doivent s'organiser pour aller vers plus de résilience énergétique. Moi, j'aime bien parler non pas de souveraineté énergétique, mais de sécurité énergétique. Quand on arrive à exploiter des énergies qui sont présentes sur votre territoire ou qui sont des énergies dites fatales ou de récupération, ça, c'est juste du bon sens. Alors maintenant, j'aimerais juste remonter un petit peu le fil du temps pour vous expliquer d'où on part et pourquoi on en est arrivé à 1000 réseaux aujourd'hui. Alors, je ne vais pas partir trop loin, 14e siècle, dans le Cantal, il y a un village, à Chaudzeg, qui déjà exploitait de la géothermie au niveau de son village pour du chauffage. Et à l'époque, on n'appelait pas encore ça l'ECS, l'eau chaude sanitaire, mais en tout cas pour se laver. Et puis, ère industrielle, les années 30, il y a énormément de très grandes villes dans le monde qui commencent à se doter de ces réseaux de chaleur, notamment parce qu'il y a des procédés industriels. Et là, il faut être très clair, on utilise massivement des énergies fossiles, du charbon, un peu de gaz naturel, et puis après du fioul. Et on arrive dans les années 50 en France, donc à l'après-guerre, et là, il faut loger massivement. Il y a ce besoin impérieux de faire du logement collectif, et donc c'est adéquat avec cette solution de chauffage collectif, et c'est une accélération du développement des réseaux de chaleur en France. Et puis 70-80, la crise, choc pétrolier, et là, on doit se réinventer. Et puis, dans les années 80, on commence à se dire, mais oui, mais finalement, il y a peut-être de l'énergie dans le sol. Et c'est les débuts de la géothermie en France. Donc, il y a tout un tas d'installations qui se font pendant ces années 80. Puis, on arrive aux années 2000, 2010. L'État s'empare du sujet et crée
via l'ADEME, le fonds chaleur, pour soutenir l'émergence de ces projets d'énergie renouvelable et de récupération. Dans le même temps, on commence à exploiter la biomasse bois qui se développe dans ces années-là. Et puis, si vous voulez qu'on commence à montrer mes quelques supports, mes quelques slides, on arrive dans les réseaux d'aujourd'hui et de demain, qui sont ce qu'on appelle les réseaux 4e génération et 5e génération. Et ça, c'est véritablement fascinant, parce que ces réseaux-là vont exploiter tout un tas d'énergie que l'on n'exploitait pas à date, parce que il y avait une compétitivité effectivement des énergies fossiles, mais il n'y avait pas non plus de réflexion à des mailles territoriales sur la circularité des énergies. Comment est-ce que je peux orchestrer ma pérennité énergétique? Comment est-ce que je vais sécuriser aussi la compétitivité et faire que cette chaleur soit abordable? Et donc, dans ce temps-là, eh bien, on a commencé à exploiter tout un tas d'énergie. Alors, je n'ai pas besoin du support, je vais y aller directement. Mais en fait, Nassim, vous parliez de la géothermie, donc je dis, c'est les années 80. Entre-temps, pour la géothermie, entre les années 80 et les années 2020, il y a eu des avancées technologiques. Par exemple, chez Engie Solutions, on a déployé un réseau de chaleur à Vélizy. C'est une première européenne. On a réussi à faire un forage qui réussit à maximiser en fait la prise de ressources locales. Et donc, on a fait un forage multidrain, donc qui est venu capter, renforcer la captation de cette eau chaude. Entre-temps, il y a eu aussi des technologies subhorizontales, donc empruntées en fait au forage pour le pétrole, et donc qui ont été adaptées à la chaleur urbaine. Donc ça, c'est déjà très intéressant. C'est-à-dire que malgré cela, il y a toujours des avancées technologiques. Mais là où c'est très intéressant, et ce qu'on voit dans ce diagramme entre la première génération où on exploitait de la vapeur faite par du charbon, mais où on avait déjà la notion de stocker l'énergie. Et plus on va vers la 5G, la 5e génération de réseau, et ben vous voyez que... Sur le slide suivant, c'est ça? C'est sur le slide suivant, mais là on voit déjà qu'il y a un florilège d'énergie, mais quand on arrive à cette 5e génération, vous voyez toute la disponibilité, la variété d'énergie qui peuvent être mobilisées. Alors, est-ce que vous connaissez le Data to Energy? Le Data to Energy, en fait, c'est la chaleur qui va être générée par des data centers et qui ont aussi besoin d'être rafraîchis. Mais en tout cas, avant, cette chaleur-là, elle partait aux petits oiseaux. Aujourd'hui, il y a des véritables réflexions en amont pour se dire, là où on va implanter un data center, il sera intelligent de regarder si on ne peut pas approvisionner des logements, des résidences qui seraient au droit de ce data center. Alors justement, est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus? Parce que là, on voit qu'il y a plein de sources d'énergie, un réseau, et donc comment on fait pour les raccorder et pour se dire, bon, celle-ci, elle est raccordable ou pas, ça c'est trop puissant, ça c'est pas assez puissant. Comment on fait le tri? Alors déjà, on étudie. Tout à l'heure, j'avais envie de réagir à ce que vous disiez, Nassim, en disant, oui, en fait, les solutions dans la communication, c'est aussi l'anticipation. On est sur des sujets, vous le disiez, des sujets de long terme. On ne déploie pas une solution pour qu'elle soit utilisée pendant 5 ou 10 ans. Généralement, c'est des solutions qui vont être utilisées pour 20 ans, 30 ans, et puis ensuite renouvelées pour encore 20 ans, 30 ans. Donc, on va étudier à une maille territoriale, étudier toutes les énergies qui peuvent être disponibles ou à venir. Et là-dessus, l'État, via des startups, vous avez le France Chaleur Urbaine, vous avez le CEREMA qui mettent à disposition également du grand public toutes les énergies qui ont été recensées et qui pourraient être disponibles pour être utilisées dans des réseaux de chaleur et j'insiste aussi dans des réseaux de froid. Donc une fois qu'on a utilisé, ce qu'on fait, c'est qu'on va modéliser ces énergies pour arriver à ce que je disais tout à l'heure, un prix qui soit abordable, acceptable.
parce que malgré tout, derrière, quand on parle de chaleur, on parle d'un poste de dépense qui peut être important, notamment pour des populations qui sont précarisées, mais de toute manière, c'est un poste qui devient de plus important dans les centres de coûts. Donc, on va poser ces équations pour arriver justement à ce prix qui soit abordable, mais pas que. Ce qui est important aussi, c'est de regarder l'empreinte carbone de la solution qu'on est en train d'utiliser. On est dans des logiques de diminution de notre empreinte carbone. Donc on va favoriser en fait les énergies qui ont l'empreinte carbone la plus faible. Et puis là-dessus, notamment via le fonds chaleur, eh bien, l'État va soutenir ce type d'installation et va aussi préconiser, c'est ce qu'on appelle une sorte de merit order, préconiser la solution la plus viable, la plus disponible, proche du réseau de chaleur. Merci. Est-ce que vous avez envie que je vous détaille d'autres énergies ? Plein de choses. Plein de choses. Donc, vous avez fait votre modélisation. Vous avez une vision à la maille territoriale des différentes sources possibles. Ouais. Comment cette vision, elle peut se cadrer avec celle de la collectivité qui se dit « Tiens, j'aimerais bien décarboner mon approvisionnement ». Comment ce matching, il peut se faire ? Alors, là aussi, il se fait par la communication. Il y a tout un tas de communications qui sont faites sur les possibilités justement de pouvoir créer un réseau de chaleur qui ne serait pas existant. Donc, il y a eu des études qui ont été conduites, notamment par des associations, pour justement mettre en exergue sur des cartes les potentiels de création de réseaux de chaleur. C'est à peu près un peu plus de 1300 nouveaux réseaux de chaleur qui pourraient se créer d'ici 2030 pour des villes qui n'en sont pas encore pourvues. Donc il y a l'aspect communication qui pour moi est essentiel. On ne communique pas encore assez sur cette solution, sur ces solutions vertueuses. Et puis après, il y a de la prescription, c'est-à-dire que vous allez avoir des assistances à maîtrise d'ouvrage qui, sur ces données-là, eh bien, vont être à même de réaliser des études de faisabilité pour dire, voilà, vous avez un potentiel chez vous, et est-ce que vous voulez aller plus loin ? Et puis, une fois que cette étude aura été faite, eh bien, va être déterminé le montage juridique, la forme en fait, du contrat qui pourra se réaliser, que ce soit dans du 100% public, je pense à la SPL que vous évoquiez, jusqu'à du 100% privé, jusqu'à des montages aussi qui sont hybrides. Voilà. Justement, je voulais vous faire rebondir. Je vais rebondir. Voilà, en tout cas, par rapport à ce que vous venez de dire, oui, moi, en tout cas, je mets une position forte, en tout cas politiquement, sur justement l'énergie et la sobriété. Là, aujourd'hui, au-delà de la SPL, je cherche, par exemple, à essayer, sur notre territoire, à trouver d'autres sources d'énergie. Par exemple, j'essaie de développer, et en partenariat par exemple avec les projets, la MGP et la région, sur les toits, et par exemple un potentiel photovoltaïque pour pouvoir l'utiliser soit en autoconsommation ou pour chauffer par exemple tout simplement l'eau, pour utiliser la chaleur qu'elle peut donner. Ou il y a d'autres sujets, où, vous parlez justement par rapport au data center, et j'y ai pensé tout de suite lors de ma prise de pouvoir à ce niveau-là, qu'il y a un data center à Pantin, il y a un réseau de géothermie. Est-ce qu'on peut exploiter cette chaleur des data centers pour le réinjecter dans le réseau? Parce que forcément, la chaleur qui va être conduite dans le réseau, elle ne va pas être de la même température des débuts jusqu'à la fin. Il y aura quand même peut-être des besoins d'un point de gaz pour justement garder ce niveau de chaleur. Et peut-être le récupérer à travers un data center par exemple ou autre, pour pouvoir justement faire une sorte de récupération d'énergie. Bon, malheureusement, techniquement, ce n'est pas possible, c'est ce que j'ai appris. Mais c'est dommage, mais je ne m'arrête pas là. L'État aussi a mis en place, je crois, des zones d'accélération d'énergie, justement une carte où on peut avoir sur notre territoire les zones où il y a un investissement sur les énergies renouvelables, où on peut mettre de l'investissement ou autre chose. L'État participe énormément aussi pour pouvoir promouvoir cette énergie. Et ça, comme on l'a dit, on ne communique pas beaucoup. Peut-être que les villes aussi ne s'en prennent pas encore assez du sujet. Mais aujourd'hui, c'est possible. L'État, en tout cas, veut aller à l'avant. On a le décret tertiaire qui, lui, nous fait avancer et nous fait prendre conscience que on ne peut pas continuer aussi, on va dire, à consommer de cette manière-là. Il suffit que, quand je regarde aussi au niveau du budget, notre consommation par rapport à l'énergie et au chauffage, c'est énorme. C'est énorme.
Je pense qu'au niveau du budget, je voudrais peut-être mettre plus dans la rénovation des bâtiments ou des anciens bâtiments sur mon territoire que de payer des factures parce que voilà, on n'a pas la maîtrise de cette énergie et on est obligé le matin de laisser chauffer à fond jusqu'au soir et de laisser peut-être jusqu'à minuit parce qu'on ne sait pas le contrôle à distance et on n'a pas mis en place les moyens. Aujourd'hui, à la ville de Pantin, on a décidé de faire un schéma directeur énergétique pour savoir quels sont nos bâtiments qui sont des passoires, celles qui ont besoin, on va dire, de travaux sur certains aspects ou certains points, par exemple les toitures ou l'électricité ou autres, ceux qui ont, on va dire, des vitres qui ne sont pas peut-être double vitrage et donc il y a des pertes énergétiques. Il faut que politiquement, moi je souhaite pouvoir faire un vrai plan sur du long terme, rénover mes bâtiments pour qu'ils consomment moins, pour diminuer la charge justement du coût d'énergie et pouvoir redistribuer parce que c'est quand même entre guillemets, voilà, vous connaissez tous, c'est l'argent du contribuable. Je voudrais que voilà, elle soit plus utilisée à d'autres projets que des paiements de factures. Et ça, en général, il faut travailler avec des prestataires et autres, mais on avance. Peut-être pas rapidement, mais on avance. Et ça, c'est important de pouvoir communiquer. Et il y a dans les différentes strates, que ce soit la région, que ce soit l'ADEME ou autre, il y a des subventions et il y a des choses à apprendre en fait pour réaliser de tels projets. Et sur ces changements de mix énergétique, ou en tout cas de manière de se chauffer, est-ce que vous faites face à des inquiétudes? Par exemple, ah oui, mais vous changez ma chaudière, mais est-ce que le truc que vous mettez à la place est fiable? Est-ce que le dimensionnement de la centrale de géothermie va être suffisant pour passer les pics de froid? Comment vous allez faire s'il fait justement trop froid pour que ça m'approvisionne? Est-ce que vous avez ces questions-là? Et puis, je sais qu'Alexis Goldberg voulait aussi aborder ce sujet. Alors, oui, dans un premier temps, la première chose qu'on a calculée par rapport à la température, à la chaleur qui va être produite jusqu'au, on va dire, le chauffage de l'usager ou du consommateur, on a pensé justement à pouvoir mettre des appots en gaz au cas où on pique de froid ou on baisse de chaleur sur le réseau. Donc malgré tout, on a quand même une dépendance et une sorte de consommation au gaz, même si elle reste très faible. Et en fonction du besoin. Il y aura un investissement forcément sur les chaufferies. Ce sera des chaufferies qui seront adaptées et neuves. Et bien sûr, les anciens vont amener à disparaître. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Le projet, en tout cas, quand même, est récent par rapport à l'histoire de la géothermie. Je pense qu'on a eu beaucoup d'avancées, comme vous venez de dire. Moi-même, j'ai été surpris sur la manière dont on fait le forage. Je pense que de manière un peu, une réflexion schématiquement simple, on pense que c'est juste un tuyau qui va en bas pour prendre d'eau, tel que lorsqu'on sirote son petit verre de jus. Et ben non, en fait, le forage va se faire en biais pour avoir justement une meilleure absorption de cette eau et avoir un meilleur débit. Et ça, je ne le savais pas, c'est sur le site en visite que j'ai appris, voilà, qu'on faisait un forage, ensuite on mettait je ne m'appelle plus le nom, des pièces de forage qui vont incliner pour pouvoir faire une courbe et avoir justement ce meilleur débit. Et ça, je pense que c'est avec l'innovation et les performances de l'étude et des technologies au fil du temps. Et c'est énorme de savoir ça. Oui, absolument. Il y a eu beaucoup de travaux sur la déviation et puis il y a le fait que ce soit dévié pour éviter ce qu'on appelle une bulle froide, voilà, pour éviter de rafraîchir la géothermie. Je veux rapidement aller sur les autres énergies, parce que c'est vraiment passionnant. On est en France, on a un super littoral, on a à peu près 5000 km, je crois, de littoral. On a su développer de la thalassothermie. C'est-à-dire qu'on va chercher du chaud et du froid directement dans la mer, et avec quasiment le même système, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas les eaux. On a une boucle comme ça de thalassothermie et qui vient transférer ses calories et ses frigories à un réseau de chaleur. Donc, on a aussi des usines de valorisation énergétique, et ça, aujourd'hui, c'est une grosse part de l'énergie de récupération qu'on utilise dans les réseaux de chaleur. On a tout dernièrement aussi des utilisations avec du solaire thermique. On parle souvent de solaire photovoltaïque, mais le solaire thermique est en train également de se développer. Donc, je vous parlais de thalassothermie, l'aquathermie ou l'acustrothermie. On va aller dans les lacs. On va aller aussi pouvoir faire de même avec les fleuves. Ici, à Paris, la Seine nous rafraîchit via le réseau de fraîcheur de Paris.
Et puis on a aussi un sujet très intéressant, parce que dans les villes, on a des réseaux d'eau usée. Et la chaleur des eaux usées, ça s'appelle la cloacothermie. Et bien cette chaleur, on est à même de l'utiliser. Ça fait quasiment 15 ans, et un peu plus de 15 ans qu'on utilise ce procédé. Il y en a en région parisienne. On exploite du reste un réseau de chaleur qui puise une de ces sources directement de chaleur dans un émissaire, dans un ovoïde d'eau usée. Et puis on parle de géothermie profonde, mais il y a aussi la géothermie de surface, la géoénergie, et qui est je veux dire, disponible sur plus de 90% du territoire en France. Donc vous voyez, il y a tout un tas de variétés d'énergie. Les data centers, ça fait quelques années, alors ça fait au moins une décennie qu'on y réfléchit, mais ça fait quelques années qu'on commence à exploiter la récupération de chaleur de cette énergie. Et je peux vous le garantir, ce n'est pas fini. En France, on a tout un tas de start-up en ce moment qui travaillent sur des solutions technologiques pour gagner en efficacité énergétique. Et je vous rejoins dans ce que vous disiez, Nassim. On parle d'efficacité énergétique, mais c'est aussi des solutions, le réseau de chaleur, le réseau de froid, qui accompagnent aussi la sobriété énergétique. Je veux dire, c'est un des piliers qu'il faut accompagner pour arriver à être aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre que l'on connaît. Donc on est sur des solutions qui sont résilientes, les réseaux de chaleur, qui sont inclusives, parce que voilà, on arrive comme ça à venir agréger tout un tas d'énergies auxquelles on ne pensait pas encore il y a encore quelques années. Et donc le meilleur est encore à venir. Dans les chiffres que je vous citais, 2030, on pourrait créer plus de 1000 réseaux de chaleur et de froid d'ici 2030. Pareil sur les réseaux de froid. C'est une solution qui n'est pas connue. Il y a 43 réseaux de froid en France. Nous, on exploite 11. Et on exploite un des plus gros réseaux de froid européen, qui est celui de Fraîcheur de Paris à Paris. C'est des solutions qui, elles aussi, sont en train de se tourner vers les énergies renouvelables. On arrive à rafraîchir avec la fraîcheur de l'eau de la Seine. On arrive à faire du free cooling. On arrive à faire du froid avec du chaud, c'est-à-dire à récupérer de la chaleur des usines de valorisation énergétique et avec des packs à absorption, des thermofrigopompes, à faire du froid. Donc voilà, tout ça, c'est de l'énergie qui a du bon sens, c'est de l'énergie qui est faite, générée par le territoire, pour le territoire et qui doit revenir au territoire. Et ce n'est pas mon mot de la fin. Oui. et donc, comme c'est une innovation, j'imagine qu'il y a une question d'atteindre un palier et d'avoir des incitations économiques pour l'atteindre. Et notamment pour les services que ça rend. Le bouquet énergétique, ça permet plus de sécurité d'approvisionnement. Est-ce qu'il y a des incitations fiscales, financières? Ou est-ce que des évolutions tarifaires, elles pourraient être envisagées? Sur la fiscalité, dès que vous dépassez les 50% de taux d'ENR, vous avez l'application d'un taux réduit, un taux à 5,5. Il y a tout un tas de dispositifs. Sur la TVA Sur la TVA, oui, tout à fait. Il y a tout un tas de dispositifs qui sont là pour accompagner au développement des réseaux de chaleur, que ce soit les certificats d'économie d'énergie, les subventions du fonds chaleur également. Et puis, il ne faut pas oublier que depuis le 1er juillet 2023, il y a aussi le classement des réseaux de chaleur et de froid. Et donc, une obligation pour les zones, soit les zones de développement prioritaire qui ont été fixées par les collectivités, soit, si elles n'ont pas été fixées, le périmètre concessif, eh bien, tout nouveau bâtiment ou tout bâtiment qui a été rénové doit se raccorder au réseau de chaleur. Moi, je voudrais juste rebondir sur un sujet, un projet que j'ai porté, par exemple, pour donner plus de pouvoir d'achat, par exemple, aux usagers, mais aussi pour promouvoir l'énergie verte et aussi aider les startups, ceux qui veulent produire de l'énergie, entre guillemets, verte et renouvelable. Voilà, c'est ce qu'on a, peut-être vous avez déjà entendu parler, c'est l'achat groupé d'énergie. C'est ce qui va permettre de négocier des prix auprès des fournisseurs avec un label et des critères pour justement avoir une énergie verte, mais en même temps pour le consommateur,
se sentir déjà un peu responsable de consommer de l'énergie verte, mais en même temps surtout promouvoir la création de cette énergie. Parce qu'aujourd'hui, les fournisseurs, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce qu'ils ont peut-être des fermes d'énergie verte, que ce soit des barrages ou autres, mais voilà, ce sont des petites structures. Si on veut par exemple sortir du nucléaire et justement promouvoir cette énergie, il faut aller de l'avant. Et pour ça, il faut produire. Et pour produire, il faut investir. Et aujourd'hui, l'énergie, il ne faut pas que la produire, mais il faut aussi savoir consommer. Les bâtiments aussi doivent aussi être, on va dire, à certaines normes pour justement éviter de consommer. L'énergie, plus on va dire l'utiliser à bon escient, et je pense plus on sera responsable sur l'avenir. Et ça, je pense que c'est très important de le savoir. Merci. J'ai plein de questions, mais je pense qu'il nous reste 10 minutes, donc c'est le moment d'ouvrir les questions à la salle. Je vois que... Pardon, Marianne. Bonjour Laurence de Carlo, je viens en voisine en fait. Je suis membre du conseil syndical d'une copropriété de 440 lots à côté d'ici et alimentée par le réseau de chaleur géré par la CPCU, donc co-géré par Engie. Alors on est ravis, nous, de bénéficier du réseau de chaleur urbain de Paris, mais on s'étonne de son mix énergétique parce qu'encore aujourd'hui, il est alimenté là, par 40% de gaz et 8 à 9% de charbon, sachant que le reste, c'est beaucoup d'incinération des déchets. Voilà, pourquoi ce mix énergétique n'évolue pas ? Parce que du coup, pour en avoir discuté avec un promoteur, donc lui dans le tertiaire, il a choisi pour une rénovation de ne pas se connecter au réseau de chaleur urbain de Paris parce que le mix énergétique est trop mauvais et donc ne lui permet pas d'économiser, enfin de réduire suffisamment ses émissions de GES. Alors ça, c'est mon premier point. Et mon deuxième point, donc nous, on est en recherche d'une solution de froid, justement, mais les solutions en particulier, celles proposées par Engie, ne sont valables que pour les institutions pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour les logements ? Merci. Ok, bah je vais tenter de répondre aux deux points. Alors sur le premier point, moi j'ai en tête que on est bien au-dessus de 50% de taux d'ENR à l'heure actuelle pour le réseau de Paris. Donc, oui, mais donc on est au-dessus de ce taux-là. Bien évidemment, il y a encore une part de gaz naturel dans le mix énergétique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un réseau comme celui de Paris, qui est le plus gros réseau de chaleur, hein, c'est le réseau numéro 1 en France, c'est quasiment 5 TWh de chaleur. Quand je vous parlais de 30 TWh, entre 26 et 30 TWh, hein, suivant la climatologie, les DJU, mais vous voyez que c'est une part importante de la consommation en France et que quand vous faites des transformations énergétiques, ça ne se fait pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. En tout cas, c'est en mouvement. Il y a tout un tas aujourd'hui de centrales qui sont en train, qui ont réfléchi et qui mettent en place justement les technologies qui vont permettre d'améliorer en tout cas ce taux de couverture ENR. Ça, c'est le premier point. Alors c'est vrai que à l'heure où on se parle, le taux est celui que j'évoque, mais comme tout réseau en France, il a vocation à tendre vers des taux qui vont être largement supérieurs. Hein. Ça, c'est le premier point. Et vous aviez une question sur le froid urbain, c'est ça ? Alors aujourd'hui, le réseau de fraîcheur de Paris a été renouvelé il y a quelques temps. Hein. Le contrat est reparti pour une vingtaine d'années. Et dans ce cadre-là, il va y avoir tout un tas de développements qui vont se faire. Je crois, mais je ne veux pas dire de bêtises, c'est à peu près 200 km de réseaux qui devraient se développer. Et donc là, je vous invite à vous rapprocher, comme vous avez pu le faire sur le site
de la CPCU de prendre contact côté fraîcheur de Paris pour voir si la zone va être desservie. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux de froid alimentent énormément de bâtiments qui sont dits de type tertiaire, donc des bureaux, des commerces, des musées, voilà, dans du grand collectif. L'avenir des réseaux de froid, c'est d'aller aussi vers le résidentiel. Donc c'est des solutions qui doivent s'adapter parce que on constate il y a de la demande. Voilà. Moi, je voudrais juste dire une petite chose pour répondre sur la première question. Je ne sais pas, peut-être vous pourrez me dire, Alexis, c'est que le réseau parisien, il a combien d'années en fait il a beaucoup de décennies. Voilà, c'est ça. J'allais dire, entre la première fois et les technologies d'aujourd'hui, il y a forcément un décalage. Il y a forcément des nouvelles technologies, des nouvelles formes et méthodes de production qui font que peut-être nous, à Pantin, voilà, on a des taux qui peuvent être supérieurs à 60% parce qu'on va profiter de l'expertise et des évolutions, alors que Paris, elle a déjà son réseau qui est en place et on ne peut pas forcément changer, bouger les choses, entre guillemets, en un claquement de doigts. Après, je pense que, comme vous l'avez dit, dans le temps et avec l'avenir, forcément, il va y avoir d'évolution. C'est sûr. Enfin, je ne suis pas visionnaire malgré tout, mais voilà, on va forcément venir. On a pensé déjà à la géothermie il y a longtemps, on va penser à d'autres choses demain, et peut-être que même ces mêmes réseaux vont être complètement transformés avec un investissement faible, et là, voilà, on va trouver une nouvelle source. Peut-être même les bâtiments, s'ils vont consommer moins de chaleur, donc ils vont être moins consommatrices d'énergie, et donc peut-être qu'on peut recalculer entre guillemets ce taux, parce que parfois c'est une histoire de calcul. Je ne sais pas, le site a mis à jour quand ces données, ça reste un site de communication, il faut voir la dernière date d'actualisation, il faut voir si réellement le taux qu'ils mettent sur le site est réel par rapport à ce qui a été dit là, ou là on a peut-être d'autres statistiques. Voilà. Bonjour, merci pour vos interventions. Moi, je voulais revenir sur la géothermie profonde. Je suis à Antony, dans le sud du 92, donc l'Île-de-France est bien pourvue, a priori, avec la célèbre nappe Dogger. Là. Mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que les forages des uns ne vont pas perturber les forages des autres, et réciproquement? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une régulation, est-ce qu'il y a une supervision de tout ça? Oui. Il y a ce qu'on appelle des gélules géothermiques, donc qui définissent en fait la capacité, notamment la façon dont les deux forages qui sont guidés, hein, vous l'avez compris, la déviée, vont à la fois prendre et restituer la chaleur. Et donc c'est vrai qu'en Île-de-France, on commence, alors je ne vais pas dire à saturer parce qu'il y a encore énormément de potentiel, mais en tout cas à étudier, à éviter de créer une bulle froide pour le voisin. Donc il y a toute une ingénierie et je dirais qu'il y a des permis qui sont déposés en ce sens, des études qui sont réalisées, qui sont des études très sérieuses, des études d'impact sur la façon dont doit être orienté, implanté un forage, enfin des forages géothermiques. Donc oui, il y a la préfecture, il y a tout un tas d'organismes qui contrôlent la façon dont se développent ces réseaux qui vont puiser jusqu'à entre 1600 à 2000 mètres sous terre. Après, je voudrais juste rebondir, mais bon, j'envoie ça comme ça, on va dire, dans une hypothèse et dans une philosophie de visionnaire. Mais peut-être qu'avec tous ces réseaux qui vont émerger dans le temps, peut-être qu'un jour, il va y avoir un maillage, un vrai maillage, parce que forcément, on aura tellement de réseaux partout. Je suis d'issue informatique, donc je vais dire, je connais au niveau réseau informatique. Mais à un moment, les réseaux vont forcément se croiser. Et ça ne sert à rien d'avoir des serveurs partout, mais peut-être centralisés, ou peut-être justement faire juste des petites centrales, justement parce qu'on sait qu'il y a déjà un réseau où on pourra se raccorder et avoir une partie déjà de l'énergie, et on va juste avoir un peu, et on pourra encore évoluer et même être responsable sur les travaux ou ce qu'on peut faire comme type de centrale géothermique sera peut-être encore moins puissante, moins de dégâts au niveau des sols, et donc être plus responsable. Donc j'ai dit ça, on va dire, de manière un peu utopique, mais c'est possible. Alors moi, je me permets juste de rebondir parce que je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne pense pas que c'est de l'utopie. Je pense que ça suit la façon
dont les métropoles fonctionnent, le côté très organique des villes, je ne parle pas d'une ville mais des villes, et en fait l'avenir, et c'est ce qu'on voit maintenant, ce sont des fameux hubs énergétiques. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est ça, c'est que vous allez avoir des villes qui auront la capacité de produire et de produire pour leur territoire, mais d'avoir de l'excédentaire, de fournir à l'autre ville voisine, et inversement, que l'autre ville puisse secourir aussi cette dernière. Donc on va dans les prochaines années, assister à la création, à l'émergence de ces fameux hubs énergétiques. Ça suppose que les villes se parlent, qu'il y ait des périmètres qui dialoguent, qu'il y ait des opérateurs qui les fassent dialoguer, des opérateurs ou aussi les syndicats d'énergie. Ça suppose aussi d'avoir une vision du territoire. On parlait des visions en termes de ressources, mais aussi vision en termes de consommation, de comment on la régule. Donc ça fait pas mal de travail devant nous. Je ne sais pas si vous voulez chacun dire un petit mot pour finir cette table ronde. Moi, j'allais dire juste une chose simple, c'est qu'aujourd'hui, on le voit partout, que ce soit dans notre vie au quotidien, on parle de mutualisation et de consommer juste de ce qu'on a besoin. Enfin, l'autopartage, les Vélib et plein d'autres points. Même lorsqu'on travaille, on n'a plus l'imprimante dans son bureau, mais on a des copieurs pour tout un étage. Enfin, il y a plein de choses où on part vraiment dans la sobriété, quel que soit le cadre et la catégorie, et je pense qu'on le verra partout au quotidien pour l'avenir. Voilà. Et moi, je dirais juste pour conclure que le dialogue, l'entraide et la résilience, c'est le sens de l'histoire. Et donc, c'est le sens de l'histoire pour l'énergie, et il n'y a que comme ça que ça pourra se faire. Donc, il va falloir qu'effectivement, on soit pas sur des sujets qui soient asynchrones, mais il va falloir harmoniser le temps de ces contrats, il va falloir dialoguer, et il va falloir qu'il y ait des échanges, pas que verbaux, mais énergétiques entre ces différents territoires. Mais je suis très confiant. Merci. Quand je vois ce qui se passe, je suis très confiant. Merci beaucoup, parce que dans le contexte géopolitique actuel, parler d'énergie de manière positive et collaborative, je pense qu'on en a besoin. Bonne soirée à tous.